Alors pour cette première vidéo concernant nos petites histoires et nos petites sornettes, nous allons nous intéresser à Thomas Andrews. Alors peut-être que ce nom comme ça ne vous dit rien, euh, mais pour s'intéresser à Thomas Andrews, il faut aussi s'intéresser à l'histoire, attention, du Titanic. C'est essentiellement l'interprétation de Victor Garber dans le chef-d'œuvre de James Cameron qui peut faire percevoir la vraie personnalité de cet homme ainsi que son importance dans l'histoire du célèbre paquebot. Directeur des chantiers navals, Harland and Wolff, il fut le concepteur et le constructeur du plus grand paquebot du monde, qui devait également devenir le plus légendaire. Trop souvent, les films sur le Titanic ont donné de lui une image d'homme froid, désorienté et peut-être même insensible face au drame survenu dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. En réalité, Thomas Andrews se comporta comme un vrai héros lors du naufrage et permit à beaucoup de gens de survivre à une catastrophe dont il se sentait probablement responsable. L'objectif est ici de rétablir la vérité sur cet homme exceptionnel et surtout de lui rendre hommage. Thomas Andrews Jr. est né le 7 février 1873 en Irlande. Ardara House, la demeure familiale qui le vit naître, était située à Comber dans le comté de Down. Ses parents, Thomas Andrews Sr. et Eliza Perry, s'étaient mariés en 1870 et avaient déjà un premier fils du nom de John. Son père était un homme politique réputé, tandis que sa mère était la sœur de Lord William James Perry, le président et principal actionnaire des très célèbres chantiers navals Harland and Wolff. Comme son neveu, bien des années plus tard, Perry avait commencé sa carrière dans les chantiers comme apprenti, avant de devenir directeur à l'âge de 27 ans. Distingué par un premier titre de baron en 1906, William Perry devint vicomte en 1921, mais comme il n'avait pas de descendance, son titre ne fut transmis à personne après sa mort. Thomas Andrews était donc issu d'un milieu particulièrement aisé et comptait dans ses proches nombre de personnalités. L'un de ses oncles était d'ailleurs juge à la Cour suprême, et John, son frère aîné, devint plus tard Premier ministre d'Irlande du Nord. Quant à Thomas Andrews, la politique n'était pas du tout sa vocation, et dès son plus jeune âge, il fut attiré par les bateaux. La famille Andrews, dont la devise était Always Faithful, qui peut se traduire par toujours croyant, avait l'habitude de fréquenter l'église de Comber, qui, au cours de l'enfance de Thomas Andrews, fut le théâtre d'une scène particulièrement cocasse et surtout très touchante. En effet, lors d'une vente de charité, alors que des chatons avaient été mis en vente, l'un d'eux s'échappa pour trouver refuge dans un endroit inaccessible. Seul le jeune Thomas réussit, à force de patience, à le récupérer, et pour le récompenser, on lui fit cadeau du petit chat avec lequel il s'était lié d'amitié. Pendant leur enfance, les fils Andrews pratiquaient nombre d'activités, dont faisaient partie l'équitation, l'apiculture, le cricket ainsi que les régates. Celle-ci avait certainement lieu à Strangford Lough, non loin de Camber, les Andrews possédant un cottage sur l'île de Braddock. Le cricket occupait aussi une grande place dans la vie de la famille, qui était membre du North Down Cricket Club de Camber. C'est d'ailleurs elle qui fit donc du terrain utilisé aujourd'hui encore par le club. Une année, Thomas remit également avec son frère John un trophée pour le meilleur joueur de l'équipe. Plus tard, alors qu'il travaillait pour Harland and Wolff, il fit l'erreur de jouer pour l'équipe de cricket de la société, ce qui l'amena à disputer un match contre le North Down Cricket Club. Bien sûr, lorsque ce fut son tour de jouer, il fit plus ou moins exprès de ne pas marquer contre l'équipe dont il était l'un des dirigeants. Élevé par un précepteur jusqu'à l'âge de 11 ans, Thomas Andrews quitta ses parents en 1884 comme le prescrivait la tradition familiale, pour entrer à la prestigieuse Royal Belfast Academical Institution, pour y suivre ses études.
reprenons le cours de la vie de Thomas Andrews et nous allons aborder son ascension professionnelle. En septembre 1889, alors qu'il était âgé de seulement 16 ans, Thomas Andrews quitta l'école pour commencer à travailler au chantier Harland and Wolff en tant qu'apprenti, impatient de vivre de sa grande passion pour les bateaux. Pour lui, offrir la garantie d'un emploi à la fin de son apprentissage, ses parents durent payer à l'entreprise la somme de 100 livres de l'époque, soit 21 000 livres actuelles, soit environ 32 000 euros. Pour se faire une idée de l'importance de cette somme, il suffit de se dire que les ouvriers les plus qualifiés de Harland and Wolff touchaient seulement 5 livres par semaine. Malgré son lien de parenté avec le président de la société, le jeune Thomas dut faire ses preuves pour gravir l'échelle sociale et ne bénéficia d'aucun favoritisme. Comme apprenti, il toucha à tout ce qui a trait à la construction navale, ce qui lui permit d'acquérir de grandes connaissances. Ainsi, il travailla 3 mois comme assembleur, 1 mois comme ébéniste, 2 dans les entrepôts et 5 mois comme ouvrier constructeur. Ensuite, il passa 2 mois à la fabrication de moules pour différentes pièces, 2 avec les peintres, 8 à la fabrication du métal, 6 avec les monteurs d'équipements divers, 3 avec les dessinateurs et finalement 8 avec les forgerons. Enfin, il passa les derniers 18 mois de son apprentissage avec les architectes dans les bureaux de conception. Perfectionniste dans l'âme, Thomas Andrews travailla extrêmement dur au cours des longs mois de son apprentissage, ce qui lui valut plus tard la reconnaissance et le respect de ses confrères ainsi que des employés placés sous son autorité. Mais pour l'heure, il fit preuve d'un extraordinaire talent d'ingénieur, étant toujours prêt à faire des heures supplémentaires et à rendre service, ce qui lui permit d'élargir chaque jour son horizon professionnel. Par ailleurs, il continua très certainement, pendant cette période, à suivre des cours du soir à l'université, afin d'étudier des matières indispensables à la profession à laquelle il se destinait, comme le dessin ou les mathématiques. À force de travail, Thomas Andrews devient finalement directeur des travaux de construction en 1901. La même année, il fut officiellement établi dans ses fonctions en devenant membre de la très estimée Institution of Naval Architects, honneur particulièrement remarquable et remarqué pour un jeune homme de tout juste 28 ans. C'est au cours de cette période qu'il se fait connaître en supervisant les réparations du paquebot Suévic de la White Star Line, mais surtout en travaillant à la construction des Big Four de la compagnie, le Celtic, le Cédric, le Baltique et l'Adriatique. À cette époque-là, il mesurait environ 1,80 m et avait de larges épaules. Aussi, lorsqu'un jour, sur un chantier, un rivet rouge et brûlant tomba devant lui depuis un pont supérieur, en frôlant sa tête, il se contenta de donner un coup de pied dedans en riant. Il développa également une réputation d'intégrité, comme en témoigna Daniel Allen Butler, l'un de ses collaborateurs, qui dit de lui: s'il n'était pas suffisamment documenté, il était très difficile de le convaincre de quelque chose. L'année 1907 voit naître le gigantesque projet de construction des 3 paquebots de la classe olympique, commandé par le président de la compagnie White Star Line, Joseph Bruce Ismay. Il devait se nommer Olympique, Titanic et Gigantique. La conception et la réalisation de ces 3 transatlantiques géants sont alors confiées à Thomas Andrews et qui comprend rapidement que ces 3 paquebots représenteront le couronnement de sa carrière. Les plans des 2 premiers jumeaux, l'Olympique et le Titanic, furent donc exécutés par les ingénieurs de Harland and Wolff sous la direction de Alexander Montgomery Carlisle, directeur général des chantiers et responsable des aménagements et des dispositifs de sauvetage, et bien sûr donc de Thomas Andrews, chef du département de dessin et architecte naval. Carlisle était le beau-frère de Lord Peary, et en 1910, lorsque Carlisle prit sa retraite, Andrews devint directeur général des chantiers.
Les premiers plans furent soumis à Bruce Ismay qui les approuva en juillet 1908. L'Olympique fut mis en chantier au mois de décembre, suivi par le Titanic en mars de l'année suivante. Le 24 juin 1908, Thomas Andrews épousa Helen Riley Barbour, fille d'un directeur des chantiers Harland and Wolff. Peu de temps après, ils s'installèrent à Dunallan, au numéro 12 de la Winslow Avenue, non loin des chantiers navals. 2 ans plus tard, en 1910, Hélène donnait naissance à une petite fille du nom d'Elizabeth Lau Barbour Andrews, que ses parents surnommèrent rapidement Elba à cause de ses initiales. Quelques semaines avant son accouchement, Andrews amena son épouse au chantier de construction en pleine nuit, non seulement pour voir le Titanic, mais aussi pour observer la comète Halley. Élément terriblement ironique, la comète était à sa proximité maximale de la Terre juste après la collision du Titanic avec l'iceberg. Encore plus ironique, la comète est réapparue en 1986, soit 1 an après jour pour jour la découverte de l'épave du paquebot par Robert Ballard. Sur le journal intime de Helen Andrews figurait un passage montrant l'affection que son mari portait aux hommes qui travaillaient avec lui. Un soir, dit-elle, alors que mon mari et moi nous trouvions dans les environs de Queen Island, nous avons remarqué une longue file d'hommes qui rentraient chez eux après le travail. Il s'est tourné vers moi et a dit: Ce sont mes camarades, Hélène. Je n'ai jamais pu oublier le ton de sa voix lorsqu'il m'a dit cela. C'était comme si ces hommes lui étaient aussi chers que des frères. Plus tard, dans une occasion similaire, je lui ai rappelé ces paroles et il me répondit: Oui, ce sont vraiment mes camarades. Alors, en 1910, Andrews eut justement l'occasion de secourir l'un de ses camarades, Anthony Frost, surnommé Archie. Hein. Il avait en effet grimpé 25 mètres d'échafaudage alors que le vent soufflait excessivement fort afin de sécuriser des planches qui n'étaient pas fixées. Au cours de cette manœuvre, Archie fut pris d'angoisse et Andrews monta lui-même sur l'échafaudage pour l'aider à redescendre avant de fixer lui-même les planches en bois. Archie Frost était l'un des membres du groupe de garantie des chantiers Harland and Wolff que dirigeait Thomas Andrews. Ce groupe de garantie, qui était un ensemble de 9 ingénieurs spécialisés, chacun dans un secteur particulier de l'architecture navale, se trouvait à bord de chacun des nouveaux paquebots construits par les chantiers lors de leurs voyages inauguraux, dans le but d'observer les manœuvres de l'équipage, de résoudre les problèmes et de recommander des améliorations sur les futurs vaisseaux de la firme. Andrews avait ainsi accompli 3 voyages inauguraux, celui de l'Adriatique, de l'Océanique et celui de l'Olympique. Il était également prévu qu'il effectue celui du Titanic au début de l'année 1912. Fin mars 1912, alors que l'Olympique était déjà en service, les travaux d'aménagement du Titanic touchaient à leur fin. Les essais en mer du paquebot, prévus pour le 1er avril, furent reportés au lendemain pour cause de mauvais temps. Le 2 avril, le Titanic quitta donc son quai pour sa première sortie en mer. Évidemment, Thomas Andrews était à bord avec toute son équipe technique, et à la fin de la journée, lorsque le bateau retourna à Belfast pour débarquer les personnes qui ne voyageaient pas jusqu'à Southampton, il resta à bord pour suivre le Titanic. C'était la dernière fois qu'il voyait la ville de Belfast. Le matin même, il avait dit au revoir à son épouse et sa fille de 2 ans qu'il ne devait pas retrouver avant au moins un mois. Le destin a voulu qu'il ne revienne plus jamais chez lui. Quand le Titanic arriva à Southampton le lendemain, il lui restait tout juste une semaine avant d'entamer son premier voyage. Une atmosphère de frénésie s'installa donc dans les coursives rutilantes du navire. Bien que la construction et l'aménagement général du paquebot avaient été achevés avant son départ de Belfast, quelques finitions restaient à achever, comme par exemple les dorures sur métal, réalisées par une équipe française de Besançon.
De plus, des tonnes de marchandises devaient encore être embarquées dans les cales, alors que l'équipage avait pour mission de se familiariser avec les installations high-tech du Titanic et de s'adresser aux membres du groupe de garantie en cas de difficulté. Jusqu'au 10 avril, la principale occupation de Thomas fut donc de superviser les travaux de finition et de former l'équipage. Pendant ces quelques jours passés à Southampton, il assista certainement à de nombreuses réunions avec son équipe, avec les officiers du Titanic ou les dirigeants de la White Star Line. C'est d'ailleurs lors d'une réunion de ce type avec Bruce Ismay, avant la construction du navire, que Thomas Andrews eut la mauvaise idée de dire que ses compartiments étanches rendaient le Titanic pratiquement insubmersible. Plus tard, cette phrase fut reprise par le président de la White Star Line qui omit le pratiquement, créant le mythe de l'insubmersibilité du paquebot. Il faut pourtant signaler que le constructeur du Titanic n'a jamais prétendu que celui-ci ne pouvait pas couler. Dans sa dernière lettre à sa femme, Thomas Andrews exprimait sa satisfaction vis-à-vis du nouveau navire. Il disait: Le Titanic est maintenant presque terminé et je pense que la réputation de la firme va être assurée après cette traversée. Malgré tout, après le 10 avril, jour du départ du paquebot, son travail n'était pas encore terminé. Pendant la traversée vers New York, il continua à aider les membres d'équipage à se familiariser avec leur immense navire, tout en sillonnant le bateau, un carnet de notes à la main, à la recherche de la moindre imperfection qui aurait pu lui échapper auparavant. Il remarqua ainsi que le mobilier d'osier des ponts couverts devait être repeint en vert, que les parois des ponts promenades privatifs devaient être éclaircies et que les dimensions du salon de lecture devaient euh, être réduites pour faire place à des cabines de première classe supplémentaires. Toutes ces modifications devaient être effectuées ultérieurement, bien entendu, sur le paquebot lui-même, mais également sur son frère jumeau, le Gigantique, qui venait d'être mis en construction. Malgré ces petites imperfections, Andrews déclara pendant la journée du 14 avril à un passager que le Titanic était aussi parfait qu'un cerveau humain puisse l'imaginer. La cabine de première classe qu'occupait Thomas Andrews pour ce voyage, la numéro A36, était l'un des ajouts de dernière minute qu'il avait justement demandé. Cette cabine ne figure d'ailleurs pas sur les plans promotionnels du navire réalisés au mois de janvier 1912. Elle fut ajoutée avec la cabine A37 lorsque le pont promenade A fut équipé de fenêtres. En effet, c'est une petite anecdote, lors de son voyage à bord de l'Olympique, Andrews avait remarqué que les passagers étaient incommodés par les embruns lorsqu'ils se trouvaient sur les ponts promenades. Il prit donc la décision de les faire fermer par des baies vitrées. Violette Constance Jessop, femme de ménage très connue depuis euh, euh, que le navire a coulé, est une femme de chambre d'origine irlandaise et visiblement admiratrice de la personnalité de Thomas Andrews. Elle nous a laissé un témoignage sur son comportement au cours du voyage dans son autobiographie. Pendant notre service, disait-elle, nous rencontrions souvent notre architecte bien-aimé qui circulait discrètement, le visage fatigué mais l'air satisfait. Il ne manquait jamais de s'arrêter pour dire un mot joyeux, son seul regret étant que nous ne cessions de nous éloigner de chez nous. Nous connaissions tous l'amour qu'il avait pour cette maison irlandaise qui était la sienne, et soupçonnions qu'il était impatient de retrouver la paix de son atmosphère pour un repos bien mérité et oublier la conception des navires pendant quelque temps. Le 14 avril, à 18h45 précisément, le steward Henry Samuel Hatch frappa à la porte de la cabine de Thomas Andrews afin de l'aider à revêtir sa tenue pour le repas. Comme à son habitude, Andrews dîna avec le docteur Hollowling, le chirurgien du bateau.
Ensuite, il se retira dans sa cabine dans le but de travailler encore sur ses notes et sur les plans du paquebot. Au moment où le Titanic rentra en collision avec l'iceberg qui devait lui être fatal, il s'y trouvait toujours, et comme la majeure partie des passagers, il ne ressentit absolument rien. Ce n'est que quelques minutes plus tard, lorsqu'on frappa à sa porte pour lui annoncer que le capitaine Smith le demandait immédiatement sur la passerelle, qu'il comprit qu'il y avait un problème avec le navire. Après le naufrage, le steward James Johnson raconta l'avoir vu s'entretenir avec le capitaine avant qu'ils ne partent tous deux inspecter l'avant du Titanic. Bien que d'autres officiers se soient précédemment rendus dans les soutes pour s'informer de la situation, les deux hommes décidèrent en effet de descendre au pont inférieur afin de voir par eux-mêmes l'étendue des dégâts. Empruntant les passages réservés à l'équipage pour ne pas attirer l'attention des passagers, ils prirent alors conscience de la gravité des choses. Les 6 premiers compartiments étanches du Titanic étaient déjà inondés, ce qui ne lui laissait aucune chance de survie. De retour dans sa cabine avec le capitaine, Andrews fit le point avec lui sur les dommages du paquebot. Il calcula rapidement qu'il ne pourrait pas rester à flot plus d'1 heure ou deux. Il n'eut pas besoin de préciser que le canot de sauvetage du Titanic ne pouvait contenir que la moitié des personnes embarquées. Smith comprit parfaitement par lui-même qu'il se trouvait dans une situation désespérée. De retour sur la passerelle, le commandant donna l'ordre à ses officiers de se préparer à abandonner le navire. Au cours des 2 h 40 que mit le Titanic à couler, Thomas Andrews participa activement aux manœuvres d'évacuation, dans le but de sauver un maximum de vies possibles. Il parcourut inlassablement coursives à la recherche de passagers récalcitrants à l'idée de monter dans les canots de sauvetage, frappant aux portes de toutes les cabines devant lesquelles il passait. Mesdames, vous devez embarquer immédiatement, criait-il tout en se déplaçant d'une embarcation à l'autre. Sans relâche, il encouragea les passagers à porter leurs gilets de sauvetage et à monter le plus rapidement possible vers le pont supérieur. Étant donné qu'il était pratiquement la seule personne à bord à savoir de quoi retourner réellement la situation, il dut faire preuve de beaucoup de vigueur afin de convaincre les passagers. Mary Sloan, femme de ménage à bord du paquebot et amie de Thomas Andrews, rapporta plus tard les propos qu'il lui avait tenus alors qu'elle refusait d'embarquer à bord d'un canot de sauvetage. Tu ne peux pas choisir le canot dans lequel tu vas embarquer. Ne réfléchis pas, vas-y, monte dedans. Un peu plus tôt, il avait reproché à une autre femme de chambre, Annie Robinson, de ne pas avoir mis son gilet de sauvetage. Voici leur conversation. Je croyais vous avoir dit de prendre votre gilet de sauvetage, lui dit-il d'un ton contrarié. Oui, répondit-elle, mais je ne pensais pas que ça voulait dire de le mettre. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mettez-le, marchez avec, laissez les passagers vous voir. Ils ne comprendront pas. Non, mettez-le, si vous tenez à la vie, mettez-le. Il est certain que les passagers qui savaient qui il était et qui entendirent ce genre de paroles sortir de sa bouche ne traînèrent pas à se diriger vers les canots de sauvetage. En ce qui me concerne, il me semble que si l'architecte du paquebot sur lequel je me trouvais me disait de monter dans une embarcation de sauvetage sans tarder, je ne perdrais pas trop de temps à me poser des questions inutiles. Ainsi, la majorité des gens qui virent Thomas Andrews se comporter de cette façon prirent certainement conscience de la gravité de la situation. Andrews était un homme qui comprenait très bien les gens. Il était dynamique, charismatique et toujours prêt à venir en aide aux autres. Bref, les gens lui faisaient facilement confiance. Après que tous les canots furent mis à la mer, il disparut du pont supérieur. Vers 2 h 10, John Stewart, un membre d'équipage, qui se dirigeait vers l'arrière du navire, fut le dernier à voir Thomas Andrews en vie, en état de choc dans le fumoir de première classe, en train de fixer le tableau de Norman Wilkinson, l'approche du port de Plymouth, tout en s'accrochant dignement à la cheminée qui trônait dans le salon. Il s'arrêta quelques instants pour lui demander Vous ne voulez même pas tenter votre chance, Mr. Andrews? Il ne lui répondit pas, et ses yeux restèrent fixés sur la toile, son gilet de sauvetage posé sur une table. À quoi pouvait-il bien songer au cours de ces derniers instants? Nous ne le saurons jamais.
Mais en tout cas, si une chose est certaine, c'est qu'au cours des dernières heures de sa vie, il se comporta comme il l'avait toujours fait. Il pensa uniquement aux autres. Finalement, à 2h20 du matin, le 15 avril 1912, le Titanic sombra définitivement, entraînant avec lui plus de 1500 personnes. Personne ne revit plus Thomas Andrews, et son corps, probablement emporté avec le navire dans les profondeurs de l'Atlantique, ne fut jamais retrouvé. Ses assistants, les membres du groupe de garantie, travaillèrent eux aussi jusqu'aux derniers instants, aux côtés de l'équipage, afin de maintenir en état de marche l'énergie et la lumière le plus longtemps possible. Aucun d'eux ne survécut au naufrage. Le 19 avril, le père de Thomas Andrews reçut un télégramme du cousin de sa mère, James Montgomery, qui avait pu interroger les survivants du naufrage lors de leur arrivée à New York, dans le but d'obtenir des nouvelles de Thomas. Le message, lu par Mr. Andrews à tous les domestiques de sa résidence de Camber, peut se traduire ainsi. Et interroger les officiers du Titanic, tous d'accord que Thomas fut héroïque face à la mort, préoccupé seulement par la sécurité des autres. Douloureuse pensée pour vous. Thomas Andrews laissa à son épouse une somme de 10 615 livres et 11 shillings, ce qui était alors une somme considérable. Plus tard, Helen Andrews se remaria avec Henry Pearson Harland. Elle n'eut jamais d'enfant de ce second mariage et mourut en Angleterre en 1966. Quant à Élisabeth, la fille, elle était trop jeune lors du décès de son père pour en garder le moindre souvenir. De sources non confirmées, elle aurait vécu au Kenya où elle aurait travaillé dans l'organisation de safaris avant de mourir dans un accident d'automobile. Pour tous les habitants de Comber, pour ses collègues des Chandiers Harland Wolff et surtout pour sa famille, la confirmation de la mort d'Andrews fut vécue comme un énorme choc, et ils décidèrent très rapidement de créer un mémorial pour honorer la mémoire du grand homme qu'il était, le Thomas Andrews Junior Memorial Hall, qui est aujourd'hui l'annexe de l'école de Comber qui porte son nom. De nombreux articles euh, vantant l'héroïsme et la bravoure de Thomas Andrews furent aussi publiés après la catastrophe. Une courte biographie fut également présentée par Sean Bullock devant la commission de Sir Horace Plunkett, un membre du Parlement chargé de démontrer que sa vie avait été digne d'être honorée par la construction d'un mémorial. Aujourd'hui, je pense que la réponse à cette question ne fait plus aucun doute.